Chapitre 19.1 Les assemblées générales. Les assemblées générales, c'est là où les actionnaires de la société anonyme se réunissent pour prendre des décisions cruciales. C'est le moment où on nomme, on révoque et on remplace les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance. On y désigne aussi le commissaire aux comptes. On approuve ou rejette les comptes, on décide de la répartition des bénéfices, on modifie les statuts et on peut même prononcer la dissolution de la société. Bref, c'est super important. Premier point, les règles communes aux AGO et aux AGE. Les assemblées générales ordinaires et extraordinaires ont des règles communes. Elles sont composées d'actionnaires, même si on peut y retrouver certaines personnes qui ne sont pas actionnaires comme les commissaires aux comptes. L'assemblée générale est normalement convoquée par le conseil d'administration ou le directoire ou par le conseil de surveillance pour certaines sociétés anonymes. Mais si ces organes ne peuvent pas convoquer l'assemblée générale, d'autres peuvent le faire. Notamment, le commissaire aux comptes peut prendre l'initiative de convoquer une assemblée générale si nécessaire. On va pas rentrer dans le détail tout de suite, on verra ça plus tard. Même toi, en tant qu'actionnaire, si tu vois qu'une assemblée générale est nécessaire, mais que personne ne la convoque, tu peux demander à la justice de nommer un mandataire pour la convoquer. Point suivant, les formalités préliminaires à la convocation. Pour les sociétés anonymes sans offre au public, c'est simple, tu dois juste envoyer un avis de réunion, une invitation à l'assemblée générale quoi. T'envoies ça aux actionnaires avec les dates prévues et l'ordre du jour. Pour les SA avec offre au public, c'est un peu plus compliqué. Tu dois publier un avis au bulletin des annonces légales obligatoires, le BALO, au moins 30 jours avant la réunion. Cet avis doit contenir les informations sur la société, l'ordre du jour et les textes des projets de résolution. Et puis enfin, une copie de cet avis doit aussi être envoyée à l'autorité des marchés financiers. Si ces dispositions ne sont pas respectées, n'importe quel intéressé peut demander au président du tribunal de commerce de forcer les dirigeants à procéder à cette communication ou de nommer un mandataire pour le faire. Donc mieux vaut respecter cette procédure. À partir du moment où l'avis de réunion est publié, toi, en tant qu'actionnaire, tu peux déposer des projets de résolution si tu possèdes une certaine fraction de capital. En clair, si tu as assez d'actions, tu as le pouvoir de rajouter des questions sur lesquelles voter en assemblée générale. Généralement, il faut que tu aies 5% du capital pour pouvoir le faire. Donc si tu as 5% du capital, tu peux envoyer ta demande au siège social par lettre recommandée avec accusé de réception. Par exemple, tu peux demander « Est-ce qu'on devrait installer une machine à barbe à papa à l'entrée de l'entreprise ?» Pour les sociétés qui font offre au public, ta demande doit être faite dans les 10 jours après la publication de l'avis de réunion au BALO. Pour les sociétés sans offre au public, c'est au moins 25 jours avant l'assemblée générale. Si ta résolution elle porte sur la présentation d'un candidat au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, tu dois donner des informations sur ce candidat. Le président du conseil d'administration ou du directoire doit accuser réception des projets de résolution dans un délai de 5 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique, par email quoi. Ces projets sont alors inscrits à l'ordre du jour et soumis au vote de l'Assemblée. L'ordre du jour est déterminé par celui qui convoque l'Assemblée générale et si ces règles ne sont pas respectées, les délibérations prises par les assemblées générales peuvent être annulées. Point suivant, la convocation. Pour convoquer une assemblée générale, tu peux le faire par plusieurs moyens. Dans les sociétés sans offre au public, tu peux
envoyer un courrier postal ou un email. Par contre, dans les sociétés avec offre au public, tu dois publier l'avis de convocation dans des journaux spécialisés et dans le bulletin des annonces légales obligatoires, le BALO. Et si ta société a des actions nominatives, tu envoies aussi un courrier postal ou électronique aux actionnaires. Imagine que tu sois actionnaire dans une société avec offre au public. Tu recevrais un mail ou une lettre te disant où et quand l'Assemblée générale aura lieu avec toutes les informations nécessaires. Et en plus, tu pourrais voir cette annonce dans le journal. Entre la date où l'avis de convocation est publié ou envoyé et la date de l'Assemblée générale, il doit y avoir un délai d'au moins 15 jours pour la première convocation et d'au moins 10 jours pour la deuxième convocation. Parce qu'il peut y avoir une deuxième convocation si les premiers votes n'ont pas été concluants. Si l'ordre du jour de l'Assemblée générale n'est pas respecté, l'Assemblée générale est nulle de plein droit. Ça veut dire que toutes les décisions prises lors de cette Assemblée générale sont annulées. Donc, imagine que tu aies convoqué une Assemblée générale, mais que tu n'aies pas convoqué les commissaires aux comptes, par exemple. Eh bien, même si l'Assemblée générale a eu lieu et que les décisions ont été prises, ces décisions peuvent être annulées. Par contre, l'Assemblée générale peut toujours révoquer un ou plusieurs administrateurs ou membres du conseil de surveillance et les remplacer, même si cette révocation n'était pas à l'ordre du jour. Donc, si tu es administrateur et que les actionnaires décident de te révoquer lors de l'Assemblée générale, ils peuvent le faire même si c'était pas prévu à l'ordre du jour. Hop hop hop! Si cette vidéo te plaît, sache qu'elle est issue de ma formation sur le DCG-DSCG. Sur cette formation, tu y retrouves toutes les vidéos de tous les cours, mais aussi tous les cours en audio et en PDF. Et puis évidemment, tout est mis à jour régulièrement. Et puis c'est même pas tout. Tu vas y retrouver des vidéos bonus pour t'aider à préparer efficacement ton épreuve, des fiches de révision, des flashcards et un accès direct pour me contacter si tu as besoin d'aide. L'aide, ça peut être t'expliquer ou te réexpliquer un point du cours que t'as pas bien compris, aborder avec toi un sujet complémentaire qui n'est pas disponible en vidéo parce que tu veux approfondir un cas particulier par exemple, te guider dans ton planning de révision ou même analyser avec toi une correction d'exercice que tu n'arrives pas à comprendre. Alors si tu veux profiter de l'intégralité du cours et de tous les avantages qui vont avec, clique sur le premier lien en description et rejoins-moi. Allez, on retourne au cours maintenant. Point suivant, le droit de communication des actionnaires. Le droit de communication dans une assemblée et le droit de communication permanent sont les mêmes que pour une SARL. Alors, je te renvoie au chapitre 13 pour en savoir plus. Le refus de communiquer tous les documents nécessaires peut être sanctionné par le tribunal de commerce, qui peut forcer la société à les envoyer. Idem, tu peux aussi demander combien gagnent les 5 ou 10 personnes les mieux rémunérées. À partir du moment où l'Assemblée générale est convoquée, tout actionnaire peut poser des questions écrites en rapport avec l'ordre du jour et les dirigeants doivent y répondre pendant l'Assemblée générale. Par exemple, tu peux demander pourquoi on a choisi telle ou telle marque de canapé pour la salle d'attente et ils doivent te répondre. Leurs réponses seront enregistrées dans le procès-verbal de l'Assemblée générale. Si tu n'obtiens pas toutes les informations auxquelles tu as droit, tu peux demander au tribunal de forcer la société à te les fournir et même à te verser des dommages et intérêts. Point suivant, le droit de vote aux assemblées générales. Tout actionnaire a le droit de participer aux assemblées générales. C'est un droit fondamental. Exception quand même pour les actionnaires qui ont des actions à dividendes prioritaires sans droit de vote. Eux, ils ne peuvent pas participer directement, mais ils peuvent désigner quelqu'un pour les représenter. Les statuts de la société, ils peuvent aussi limiter le nombre de voix qu'un même actionnaire peut avoir. C'est-à-dire que si tu es actionnaire et que tu possèdes beaucoup d'actions, eh bien les statuts
peuvent dire que tu ne peux voter qu'avec un nombre limité d'entre elles. De plus, certains actionnaires fidèles peuvent obtenir un droit de vote double si leurs actions sont nominatives et qu'ils les détiennent depuis au moins 2 ans. C'est un peu comme recevoir une récompense pour ta fidélité. Imagine que tu as acheté des actions de la société il y a 3 ans et que tu les as gardées depuis. Eh bien, grâce à cette fidélité, tu as maintenant 2 voix pour chaque action au lieu d'une seule. C'est plutôt cool. Un actionnaire peut se faire représenter à l'Assemblée générale par quelqu'un d'autre. Par exemple, son conjoint ou un autre actionnaire. Si tu ne peux pas venir à l'Assemblée générale, tu peux demander à ton ami d'y aller à ta place et de voter pour toi. Pour permettre à tous les actionnaires de participer, même ceux qui ne peuvent pas être présents physiquement, le vote à distance est possible. C'est un peu comme voter en ligne pour une élection. Les actionnaires reçoivent un formulaire sur lequel ils peuvent indiquer leur vote pour chaque résolution, pour, contre ou l'abstention. Sachant que si tu ne coches rien, ton vote sera considéré comme un vote contre. Évidemment, avec les formulaires de vote à distance, les actionnaires reçoivent des informations pour les aider à prendre leurs décisions, comme le texte des projets de résolution accompagné d'un exposé des motifs, c'est-à-dire de pourquoi on propose telle ou telle chose. C'est un peu comme recevoir une explication détaillée avant de voter.